En juillet 1936, à peine un mois après la grande grève du Front populaire en France, la révolution éclate en Espagne. Elle est provoquée par la tentative du général Franco de renverser la jeune République espagnole. Le putsch échoue, la guerre civile commence. Comme les ouvriers français, ces militants de Barcelone qui montent au front pour combattre les fascistes défilent au son de l'Internationale. Et comme eux, ils lèvent le poing. Mais ils appartiennent à une autre tradition du mouvement ouvrier. Ils sont anarchistes. L'Espagne est le seul pays où les anarchistes ont eux aussi une organisation de masse, à la fois politique et syndicale, la CNT-FAI. Anarchisme et communisme sont depuis le XIXe siècle deux frères ennemis. Les communistes se réclament de Marx et veulent s'emparer de l'appareil d'État pour construire le socialisme. Les anarchistes se réclament de Bakounine et veulent au contraire détruire l'État en même temps que l'ordre social existant. Pour cela, tous les moyens sont bons. La grève générale, les attentats, mais aussi ce que les anarchistes appellent faire ses courses à la prolétaire, c'est-à-dire piller des magasins, partir sans payer d'un restaurant, braquer une banque. Enfin, contrairement aux marxistes qui croient en une économie centralisée et planifiée par le haut, les anarchistes poursuivent le vieux rêve anarcho-syndicaliste de l'autogestion ouvrière. L'idée que tout irait bien s'il n'y avait plus de patrons, si les usines étaient gérées par les ouvriers eux-mêmes. Le cœur du mouvement anarchiste espagnol, c'est la Catalogne, et d'abord la grande ville industrielle de Barcelone. Les anarchistes y sont en grande majorité des ouvriers précaires, durement touchés par le chômage et les crises. Venus des régions les plus pauvres d'Espagne, ces immigrés de l'intérieur s'entassent dans les barrios, les quartiers des nouvelles périphéries. De cette Barcelone anarchiste, seuls de minuscules fragments résistent encore à la gentrification de la ville. Et avec eux disparaît aussi la mémoire des luttes. Oíd mortales el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oír el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. El obrero que sufre y proclama la anarquía del mundo al través. Coronada su sien de laureles y a sus plantas rendido el burgués y a sus plantas rendido el burgués. L'un des épisodes les plus célèbres de l'épopée anarchiste a lieu au début des années 30 dans les Pyrénées espagnoles, à une centaine de kilomètres au nord de Barcelone. Le comte de Fígols, dont le manoir abandonné sert aujourd'hui de décor pour photos de mariage, possède là d'importantes mines de charbon. Les mineurs, venus des campagnes espagnoles les plus pauvres, habitent dans une cité minière à flanc de montagne, taillable et corvéable à merci. Majoritairement anarchistes, ils se révoltent en janvier 1932 et proclament une république libertaire et sociale, persuadés que toute l'Espagne va les suivre. Bureau du comité révolutionnaire. Image dérisoire d'un épisode devenu mythique.
Au bout de 5 jours, l'armée intervient. Les mineurs, sans chef ni stratégie, se rendent. 40 mineurs sont arrêtés et déportés sans jugement en Afrique et aux Canaries. Mais pour les leaders anarchistes, l'échec n'a pas d'importance. Ils le considèrent comme une sorte d'entraînement, ce qu'ils appellent une gymnastique révolutionnaire, habituant les masses à surmonter leur peur de la police et de l'armée. En juillet 1936, quand le général Franco déclenche la guerre civile en Espagne, les militants anarchistes pensent que l'heure de la révolution sociale est enfin arrivée. Sous leur impulsion, dans la seule ville de Barcelone, plus de 3000 entreprises sont collectivisées et dirigées par des conseils ouvriers élus par la base. Autogéré, le restaurant du Grand Hôtel Ritz, transformé en cantine militante. Autogéré, les usines produisant les armes pour le front, et celles produisant la nourriture pour les soldats et la population. Autogéré, les salons de coiffure, les hôpitaux, l'électricité, les transports. Mais rapidement, le rêve autogestionnaire se heurte à la réalité. Pour faire vivre une ville moderne d'1 million d'habitants tout en produisant pour le front, il faut des chefs qui organisent, commandent et contrôlent, et des ouvriers qui travaillent et obéissent. Dès les premiers mois, les entreprises autogérées conjointement par la CNT et le syndicat communiste UGT sont confrontées à une baisse de la productivité, à l'absentéisme et à des revendications portant sur les horaires et les salaires. Les militants attribuent cette résistance au travail aux influences bourgeoises et cherchent à rééduquer les masses en imposant de nouveaux règlements d'usine qui ressemblent étrangement à ceux du capitalisme d'antan. Certains, rédigés par des conseils ouvriers, vont jusqu'à interdire de chanter pendant les heures de travail. Priorité à l'effort de guerre. L'émancipation ouvrière doit attendre. Celle des ouvrières aussi. Elle est pourtant réclamée par le collectif anarchiste des femmes libres. Formation professionnelle, sexualité, pédagogie, égalité des hommes et des femmes. Mais cette volonté d'autonomie est mal vue par les dirigeants anarchistes, pour qui il faut faire la révolution sociale d'abord, et l'émancipation des femmes viendra automatiquement ensuite. En attendant, les films de la CNT montrent des femmes qui tricotent, tandis que les hommes s'entraînent avec des fusils de bois, faute d'armes que la France et l'Angleterre refusent de leur fournir, alors qu'en face, Franco reçoit une aide directe d'Hitler et de Mussolini. Seul le mouvement ouvrier se mobilise. Des militants du monde entier s'engagent dans les brigades internationales et vont en Espagne lutter contre le fascisme. Mais l'enthousiasme ne suffit pas à sauver la République, affaiblie par les conflits entre modérés, communistes et anarchistes. La guerre s'achève en 1939 par la victoire franquiste. Les combats ont fait 500 000 morts, 500 000 républicains prennent la route de l'exil. Au musée d'histoire ouvrière de Seraing, en Belgique,